Jusqu'à Copernic et Galilée, l'homme pensait être au centre de l'univers. Et jusqu'à Darwin, l'homme portait en lui la signature de Dieu, l'âme, psuké. La psychanalyse a une déontologie par rapport à l'éthique, à la morale. Il y a un respect car on ne peut pas tout faire, il y a des règles à suivre. On ne peut pas par exemple s'auto-psychanalyser. Il peut y avoir certes des fragments d'auto-psychanalyse, mais je ne m'inflige pas la cruauté de la vérité. L'autre est mieux placé que moi pour me dire la vérité. Pour Freud, moi, je ne m'appartiens pas. Mais jusque-là, l'être conscient pensait se dominer. Quand Descartes dit « je pense donc je suis », il parle de la conscience, et c'est justement ce que Freud révolutionne. Jacques Lacan fait d'ailleurs le jeu de mots « absence ». Pour Descartes, le sujet est autonome et responsable, alors que pour Freud, le sujet n'est pas maître de tout ce qu'il fait. La morale devient plus difficile à être constituée. Le seul que l'on peut accuser, c'est l'être humain. En effet, une tuile tue quelqu'un, on ne la met pas en procès. Un cheval tue quelqu'un, c'est pareil. Il n'y a que les êtres humains que l'on met en procès. Accuser vient de ad causare, à la différence d'excuser qui vient de ex causare. Lorsque l'on est accusé, on ne peut répondre que si l'on est conscient. Pourquoi y a-t-il de la morale? Pourquoi pouvons-nous dire tu es responsable? Parce qu'on a une conscience. La découverte de l'inconscient a permis à l'homme de se rendre compte qu'il ne peut plus maintenir cette haute idée qu'il avait de lui-même. Continuons à expliquer l'inconscient. Définition préalable. Afin de spécifier le sens retenu pour la leçon du terme inconscient, nous distinguerons d'abord le non-conscient. C'est l'autre radical de la conscience, c'est ce qui ne saurait en aucun cas pouvoir être conscient, la chose par exemple. La préconscience, cela désigne négativement ce qui n'est pas encore conscient ou ce qui n'est plus conscient, par défaut d'intensité, d'intérêt ou de sens, mais qui peut toujours revenir à la conscience. Ce sens se trouve déjà dans la philosophie classique. On sait que Descartes, en identifiant la conscience et la pensée, n'a pas reconnu l'existence de ce qui serait autre que la conscience et l'a au contraire exclu. Par contre, nous trouvons dans la philosophie de Leibniz l'idée de petites perceptions qui ne sont pas stricto sensu conscientes et qu'il appelle dans les nouveaux essais sur l'entendement humain des changements de l'âme dont nous ne nous apercevons pas. Bergson également dira dans ses textes philosophiques qu'il y a beaucoup d'idées en nous, beaucoup de souvenirs qui restent à l'état latent, dormant, pourrait-on dire, mais qui sont, dit-il, inconscients. Plutôt que de parler d'inconscient, il vaudrait mieux parler seulement de préconscient. L'inconscient, enfin. Ce terme prend tout son sens avec la découverte de Sigmund Freud et l'invention de la psychanalyse. Il n'est plus défini alors négativement comme une absence de conscience ou une conscience moindre, mais positivement comme une autre forme de la conscience. Il s'agit alors d'un concept paradoxal puisqu'il désigne une pensée qui est en moi mais qui pense sans moi. Pour Freud, il peut exister un dynamisme psychique, comme dans le rêve par exemple, qui échappe au contrôle strict du sujet conscient. Il peut y avoir toute une activité mentale possédant un mode de fonctionnement et des caractéristiques propres et qui s'opère sans que je puisse m'en rendre compte directement. Il est nécessaire alors de reprendre le terme d'inconscient qui traduit l'allemand Unbewusst et ne pas employer le terme de subconscient. Pour Descartes, nous avons vu que le psychisme et la conscience étaient inséparables. Pour Freud, au contraire, il peut y avoir un psychisme inconscient. Pour Descartes, si je pense, alors je suis conscient que je pense. Pour Freud, il peut exister des pensées ou des représentations mentales qui opèrent à mon insu. Descartes nous dit « je pense », alors que Freud nous dit « ça pense en moi ». La conception de Sigmund Freud révolutionne alors l'idée classique d'un sujet conscient et maître de ses pensées. La découverte de l'inconscient par Freud, 1856-1939.
Comment, en effet, Sigmund Freud a-t-il pu légitimer l'existence d'un concept aussi paradoxal que celui d'inconscient, puisqu'il serait plus logique de dire que je suis soit conscient, soit non conscient, mais que je ne peux pas être entre les deux. Nous verrons dans un premier temps les grandes preuves que Freud a pu apporter pour étayer son hypothèse. Les névroses et la névrose d'hystérie. Chronologiquement, le jeune Sigmund Freud a été mis sur la piste de l'idée d'inconscient par ces maladies mentales qu'on appelle des névroses, et plus précisément par la névrose d'hystérie. Les névroses sont des maladies mentales qui perturbent le comportement des sujets et qui peuvent se traduire par des somatisations pathologiques. À l'époque où Freud avait fini ses études de médecine et où il s'était spécialisé dans l'étude du système nerveux vers 1885, la psychiatrie de son époque, essentiellement fondée sur une approche physiologique et sur la seule connaissance des mécanismes organiques, se heurtait au problème des maladies mentales et plus particulièrement au traitement de l'hystérie. Qu'est-ce qu'une hystérie ? Au sens usuel, l'hystérie, étymologiquement du grec hystéra, matrice, renvoie à l'idée d'un comportement excessif et désordonné, impliquant, même pour les approches du sens commun, des connotations sexuelles. Pour ce qui concerne l'hystérie définie comme névrose, il s'agit d'une maladie mentale présentant des tableaux cliniques très variés. Certes, l'hystérie se manifeste par des symptômes corporels paroxystiques comme des crises, des convulsions, mais elle peut donner lieu à des dysfonctionnements divers comme par exemple des extases, des paralysies, des anesthésies ou encore, comme dans le fameux exemple d'Anna O, analysé par Breuer, une hydrophobie. Bien entendu, la caractéristique commune à tous ces symptômes vient de ce qu'ils ne correspondent à aucune lésion organique susceptible de les expliquer. Après avoir suivi l'enseignement du docteur Charcot à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, Freud s'intéressa aux résultats obtenus dans le traitement des hystériques par la méthode de l'hypnose. Bernheim à Nancy et Breuer à Vienne, utilisant l'hypnose, vont conduire Freud vers son invention magistrale. Par la méthode de l'hypnose, c'est-à-dire de l'endormissement artificiel, les hystériques étaient amenés à parler plus librement, c'est-à-dire qu'une fois la conscience endormie, les malades se retenaient beaucoup moins, ne se censuraient plus, et lorsque leur docteur leur posait des questions, ils répondaient sans faire intervenir des jugements moraux. Cette méthode permettait de faire ressurgir à la mémoire des événements qui, en apparence, avaient été oubliés. Sauf que généralement, ces événements avaient été si traumatisants qu'ils avaient été oubliés volontairement, ce qui veut dire ici refoulés. Par cette parole libérée, le ou la malade finissait par avouer des causes cachées jusque-là et qui avaient engendré des perturbations, causes dont le souvenir n'avait été possible que dans l'état second provoqué par l'hypnose, état second situé donc en dehors du strict contrôle de la conscience. Freud avait également constaté que cette méthode avait pour résultat l'amélioration de l'état de santé du malade. Le rappel à la conscience et la prise de conscience suffisaient en effet pour atténuer provisoirement ou même pour faire disparaître les symptômes. C'est ce qu'on appelle la méthode cathartique. Tout se passait comme si un malade avait souffert de traumatismes qu'il avait essayé de refouler. Il n'avait pas voulu voir certaines choses relatives à sa vie et généralement à sa sexualité. Il s'était interdit d'y penser. Ces événements traumatisants étaient devenus alors inconscients, mais au lieu de disparaître, cet inconscient avait fait retour. Et il était venu le tourmenter. Le sujet était alors tombé malade sans qu'il sache lui-même pourquoi. Il avait cherché à exprimer quelque chose, mais inconsciemment. Et ce qu'il s'était interdit de dire avec des mots, il allait alors le dire avec des mots. L'hypnose permettait de retrouver tous les souvenirs manquants, permettait de retrouver une parole perdue. La catharsis permettait d'évacuer le mal enfoui et de se libérer du poids de ce qui avait été refoulé. C'est à partir de ce schéma que Freud postulera l'existence d'un inconscient, c'est-à-dire de forces psychiques enfouies et refoulées mais qui contiennent à travailler un sujet à son insu. Toutefois, il faut préciser qu'il abandonnera la méthode de l'hypnose, déontologiquement suspecte, pour lui substituer la méthode de la cure analytique. À partir de l'ouvrage de Freud intitulé Études sur l'hystérie, paru en 1895, nous pouvons dégager quelques enseignements théoriques au sujet du concept d'inconscient. Premièrement, il est impossible d'identifier purement et simplement psychisme et conscience.
Deuxièmement, l'inconscient manifeste sa présence par des voies qui lui sont propres. Ici, le symptôme pathologique. On peut ajouter pour ce deuxième point que si l'inconscient a la puissance d'agir sur le corps et de déterminer le comportement d'un être humain, c'est qu'il n'est pas aussi secondaire qu'on aurait pu le penser. Troisièmement, l'inconscient est structurellement lié à ce que la conscience du sujet ne veut pas voir, c'est-à-dire refoule. En effet, il n'y aurait jamais eu dysfonctionnement mental dans le cas de l'hystérie s'il n'y avait eu antérieurement refoulement. Le refoulement est la pièce maîtresse de l'inconscient, a écrit Freud dans son introduction à la psychanalyse. Disons sommairement pour l'instant que le refoulement est lié à la présence de la loi et de l'interdit dans les sociétés humaines cultivées. Les actes manqués et la psychopathologie de la vie quotidienne. Avec l'hystérie, Freud a découvert l'inconscient et a pu poser cette équation fondamentale. L'inconscient est tout ce qui est refoulé. Or, au-delà de cet aspect franchement pathologique, Freud fut amené à constater les effets perturbateurs du refoulement à l'œuvre dans les gestes quotidiens des sujets soi-disant normaux. C'est ce que Freud a nommé la psychopathologie de la vie quotidienne. Il n'y a pas que les malades qui auraient un inconscient, mais celui-ci s'exprimerait bel et bien chez tout un chacun, sujet ordinaire donc, et cela quotidiennement. Freud parle alors d'actes manqués, c'est-à-dire de ratage, d'à côté, de perturbation dans la finalisation de certains actes. La langue allemande met ce qu'il y a de commun dans tous ces ratés par le préfixe vers, qu'on retrouve par exemple dans das Vergessen, oubli, das Versprechen, lapsus, das Verlesen, erreur de lecture, das Verschreiben, erreur d'écriture. Ces actes apparaissent comme dépourvus de toute signification sérieuse et ils passent alors pour être quasiment absurdes et de peu d'intérêt, alors que la psychanalyse au contraire va nous dire qu'ils ont un sens caché. Prenons l'exemple du lapsus. Qu'est-ce qu'un lapsus ? C'est une erreur de langage ou d'écriture par laquelle un sujet dit ou écrit autre chose ou même le contraire de ce qu'il voulait dire ou de ce qu'il voulait écrire. Freud affirme que l'inconscient parle, c'est-à-dire que l'inconscient est un discours qui a affaire à l'interdit. Et quand l'interdit se manifeste dans ce qui est dit, il arrive que le discours en soit perturbé. Bien sûr, il importe alors d'écouter analytiquement les lapsus. Freud affirme aussi que les lapsus ne correspondent ni à une erreur gratuite ni à un raté absurde, mais qu'ils sont le moyen d'exprimer quelque chose de refoulé. Par le lapsus, je lève rapidement et furtivement le refoulement. La psychanalyse va alors essayer de déceler le sens caché, elle va restituer le vrai discours, elle va retrouver ce qui a été refoulé. Un lapsus n'est jamais que la ruse que l'inconscient a élaborée pour pouvoir se manifester et contraindre à avouer ce que le sujet n'aurait pas voulu avouer. Freud nous dit que chaque jour, surtout lorsque notre conscience est relâchée, il peut exister toute une série de petits phénomènes perturbateurs qui viennent rompre la belle continuité de la conscience ou l'apparente perfection des paroles, des actions et même des intentions. Dans la vie de l'homme considéré comme le plus normal, il existe un certain nombre de faux pas, d'errances, de bizarreries qu'il faut comprendre comme on le fait pour le pathologique, et qui dévoilent, ainsi que les symptômes maladifs, ce que la conscience voudrait cacher par le contrôle qu'elle exerce ordinairement, mais qu'elle ne peut maintenir efficacement de manière permanente. Tous ces incidents généralement passés inaperçus viennent briser la pureté de la conscience. Ils sont en même temps révélateurs de forces psychiques inconscientes qui se manifestent par mégarde et à l'improviste, déjouant ainsi la visée unifiante du sujet conscient et maître de lui-même. En somme, un petit bégaiement de langue n'est pas un épiphénomène mineur dont on ne doit pas tenir compte, mais au contraire une véritable brèche dans la belle unité du sujet cartésien. Citons au titre des actes manqués. Les oublis de noms, de mots, d'objets et de projets, les fautes de langage ou d'écriture, le fait de laisser tomber, de briser ou de casser, qui est relatif à la jalousie pour Freud, les accidents d'apparence anodine ou même plus graves, les tics, les manies, les gestes gratuits.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'idée que le sujet rationnel, volontaire et responsable se voit parfois dépossédé du sens et de la maîtrise de ses actes. L'inconscient est dynamique, il me force à dire ce que je ne voulais pas dire et ce que je n'aurais pas dû dire. Le malgré moi de l'inconscient est alors plus fort que moi, et on peut dire qu'un acte manqué pour la conscience est un acte réussi pour l'inconscient. Les rêves et la voie royale. Les névroses, les actes manqués et enfin les rêves. Freud a pu dire du rêve qu'il était la voie royale vers l'inconscient. Que sont les rêves? Ils sont une production d'images mentales survenant dans le sommeil. Il est nécessaire qu'il y ait relâchement de la conscience pour qu'il puisse y avoir cette activité onirique et fantasmatique. Onirique signifie relatif au rêve. Il y a d'ailleurs là une preuve incontestable de l'existence factuelle d'un psychisme inconscient. Factuel de fait. Les rêves peuvent paraître comme futiles, voire même insensés. Toutefois, on peut constater que des civilisations antérieures aux nôtres ont cherché à interpréter le sens des rêves. Cette herméneutique a pu prendre historiquement deux dimensions. L'interprétation religieuse. Le rêve est alors un espace de communication entre le divin et l'humain, entre le céleste et le terrestre. L'interprétation artistique. Le rêve est le foyer même de l'inspiration. Sigmund Freud va lui aussi présupposer que les rêves ont un sens, mais son approche reste une approche scientifique, c'est-à-dire une approche à la fois matérialiste et rationaliste. Il écrit « Notre but est celui de la science en général. Nous voulons comprendre les phénomènes, les rattacher les uns aux autres et en dernier lieu, élargir autant que possible notre puissance à leur égard. » Pour Freud, il s'agit surtout de comprendre le fonctionnement des rêves. Pour cela, Freud divise les rêves en deux catégories. Premièrement, les rêves clairs ou les rêves infantiles. Ce sont les rêves qui n'ont pas besoin d'être expliqués car ils possèdent un sens évident en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'un rêve clair? Un rêve est la manifestation imaginaire d'un désir non satisfait dans la réalité. Ce que la réalité ne nous donne pas, le rêve va nous le donner, mais de manière fantasmatique. Le rêve est alors un substitut de satisfaction. Par exemple, quelqu'un qui aura soif en dormant va rêver qu'il boit pour calmer sa soif. Freud ajoutera que le sommeil est une coupure avec le monde extérieur et que d'une certaine façon le rêve fonctionne comme une protection du sommeil. Mais cette thèse d'un rêve protecteur du sommeil a été ensuite largement contestée par la science. Deuxièmement, les rêves d'apparence absurde. Ce sont bien entendu les rêves qui intéressent l'acte analytique, ce qui veut dire que derrière l'apparente absurdité chaotique des images délirantes, l'analyse va chercher à reconstituer un sens caché. Qu'est-ce que ce type de rêve alors pour Freud ? Il est un symptôme névrotique, c'est-à-dire une expression de l'inconscient. Ce n'est pas parce que la conscience est endormie que nous avons pour autant accès à l'inconscient pleinement et directement. La thèse de Freud est que le rêve est l'expression indirecte d'un désir refoulé. Cela veut dire qu'il a tout un travail du rêve qui va constituer à déformer les représentations liées à l'inconscient. Le rêve est une activité psychique qui va aboutir à une formation de compromis, c'est-à-dire qui va d'un côté montrer de l'inconscient, mais qui de l'autre côté va continuer à le cacher. Sigmund Freud représente ainsi ce qu'il est convenu d'appeler la première topique de l'inconscient. Conscient, préconscient, le gardien. Inconscient, représentation liée à la libido. Ce qui représente le salon et l'antichambre. Topos signifie le lieu. Dans un passage très connu de son ouvrage Die Traumdeutung, c'est-à-dire l'interprétation des rêves, paru en 1900, Freud compare l'inconscient du rêveur à une antichambre surveillée par un gardien qui continuerait à opposer une résistance, même pendant le rêve, à des représentations qu'il juge non acceptables. Le travail du rêve est symbolisé par le travail du gardien qui va déformer, transposer, déplacer les représentations inconscientes. Freud explique le travail du rêve par un travail de déformation. Si le rêve est d'apparence absurde, c'est qu'il est déformé, et cette déformation est produite par l'effet de la censure, du gardien, qui refoule ou modifie certaines représentations jugées non représentables. Pour un rêve absurde, Freud distingue deux niveaux.
Le contenu manifeste ou contenu patent, donc évident. C'est le contenu lui-même tel qu'il est rêvé et auquel le sujet réveillé peut parfois avoir accès. Le contenu caché ou contenu latent, c'est-à-dire caché, c'est le sens enfoui, crypté mais aussi véritable tel qu'il va apparaître après analyse. En somme, le rêve dit quelque chose de l'inconscient, mais le travail du rêve a crypté ce qui se disait. À rebours, le travail du psychanalyste doit décrypter cet interdit. Toutes les pulsions réprimées ou interdites profitent du relâchement de la conscience endormie pour faire retour, mais ce retour à l'expression ne se fait pas directement. Le gardien ou la fonction censure ou encore l'instance du refoulement reste présent pour déformer ses contenus, c'est-à-dire pour rendre tolérable ce qui ne l'est pas. Le rêve est un discours, un ça parle. À la suite de Freud, Jacques Lacan, psychanalyste français 1900-1981, a pu dire dans son livre écrit « L'inconscient est structuré comme un langage ». Si le rêve est discours, il faut ajouter qu'il est aussi un rébus dont la lecture herméneutique cherche à reconstituer le sens. Il est texte, mais texte hiéroglyphique, toujours à déchiffrer. Le rêve est un discours qui a sa syntaxe propre et qui parle en nous mais de façon déguisée. Nous retiendrons 3 éléments de cette syntaxe. Le symbole. L'inconscient se sert de la traduction symbolique comme d'une sorte de langue fondamentale. Certains objets sont ainsi naturellement désignés, mais en même temps, ils sont déguisés, c'est-à-dire que la conscience ne les reconnaît pas comme tels. Voir par exemple les symboles du phallus, du sexe féminin, de la relation sexuelle, de la punition. La condensation. Freud nous dit que c'est un des mécanismes fondamentaux par lequel s'accomplit le travail du rêve. Elle consiste à représenter par un seul élément une multiplicité d'éléments. Le récit manifeste, comparé au contenu latent, est laconique. Il constitue une sorte de traduction abrégée. Jacques Lacan rapprochera le mécanisme de la condensation de la figure de rhétorique appelée métonymie. Le déplacement, c'est une figure par laquelle un trait secondaire ou un détail insignifiant s'est substitué au motif central. A l'inverse, ce qui est au centre, ce qui paraît le plus signifiant, n'a qu'une importance minime. Elle correspondrait à la figure appelée métaphore. L'inconscient et le refoulement. L'inconscient. Ainsi, l'inconscient est-il d'abord ce qui se passe en nous en dehors du contrôle de la conscience. Nous avons vu que Sigmund Freud, dans son interprétation des rêves, donnait une représentation de l'inconscient qualifiée de première topique. Dans ce schéma, l'inconscient était constitué de contenus refoulés qui s'étaient vus refuser l'accès de la conscience mais qui cherchaient néanmoins à faire retour. À partir de 1920, Freud remanie ces catégories et propose ce qu'il convenu d'appeler la seconde topique en 3 instances. Le ça, le surmoi et le moi. Surmoi, moi, ça. Rappelez-vous que l'idée du je chez Descartes, c'est que le je est maître de lui-même, qu'il se possède. Le surmoi, le moi, le ça. Le ça, das Es, il est le pôle libidinal et pulsionnel, il est le réservoir anonyme de l'instinct, il est la part du programmé et en ce sens il est l'énergie sexuelle antérieure à toute morale. Le surmoi, das Über-Ich, c'est l'instance qui entre en conflit avec le ça et qui vient s'opposer à l'énergie libidinale. Le surmoi représente les exigences moralisantes et normalisantes de la société humaine. Il est le censeur. Il dit non aux forces du ça. Il symbolise la loi et l'interdit. Mais il symbolise aussi la conscience morale et l'idéal du moi. Classiquement, le surmoi est défini comme l'héritier du complexe d'Œdipe. Il se constitue par intériorisation des exigences et des interdits parentaux. Le moi, das Ich, au moi correspond toujours certes la fonction de la conscience, mais ce système perception-conscience n'est plus qu'une instance intermédiaire. Il cherche à contrôler la direction des conduites, à maîtriser les pulsions, à rester adapté à la réalité et en ce sens il est bel et bien le médiateur des intérêts opposés du ça et du surmoi.
Mais il n'est plus l'essentiel du psychisme humain. Au contraire, il est tiraillé par des forces antagonistes dont il n'est plus que le compromis. Pour Freud, le moi, comme la conscience, ne sont que des instances mineures par rapport à l'inconscient. Le refoulement. Comment expliquer la présence du refoulement à l'œuvre chez tout être humain? Freud propose plusieurs niveaux d'explication. La contradiction nature-culture. L'homme n'étant plus un simple animal ne peut laisser libre cours à ses instincts. L'animal est programmé par des lois de la nature, alors que l'homme doit obéir aux lois inventées de la culture. Et ces lois culturelles viennent très souvent contrarier les instincts d'agressivité, comme la libido reproductrice. À partir du moment où un être humain est socialisé, il va voir tout ce qu'il y a de naturel en lui être normé et contrarié par une instance culturelle qui se présente sous diverses formes. Éducation, famille, acquisition du langage, lois morales et politiques. Freud écrit « Nous croyons que la culture a été créée, aux dépens de la satisfaction des instincts et qu'elle est toujours recréée en grande partie de la même façon. Chaque nouvel individu qui entre dans la société humaine renouvelant au profit de l'ensemble le sacrifice de ses instincts. Parmi les forces instinctives ainsi refoulées, les émotions sexuelles jouent un rôle considérable. La contradiction qui oppose la nature et la culture est la même que celle qui oppose l'instinct à la loi ou encore la pulsion à l'interdit. Rappelons sur ce point qu'il n'existe pas de société humaine sans loi culturelle. Toute société humaine suppose une structuration par des interdits. Rappelons également que l'ethnologue Claude Lévi-Strauss a établi dans son œuvre que la prohibition de l'inceste était un phénomène universel pour l'espèce humaine, marquant le passage de la nature à la culture. L'éducation de la petite enfance. Très tôt, l'enfant va rencontrer, notamment lors de l'apprentissage de la propreté, une parole qui va lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le complexe d'Œdipe et les formations réactionnelles qui s'ensuivent, notamment à partir de la figure du père, vont asseoir avec plus de solidité la notion d'interdit. Le refoulement originaire. Freud aura recours à ce concept pour expliquer la notion d'inconscient. Névrose et perversion. Si Freud fut amené à découvrir la place et le rôle du refoulement psychique des sujets, il fut amené par là même à réévaluer la place du corps ainsi que la place de la petite enfance. Ainsi, Freud, au cours de ses études, fut-il aussi conduit à reconnaître une vie libidinale spécifique et en plus de cela une détermination de la vie adulte par la vie libidinale du petit enfant. C'est dans son ouvrage 3 essais sur la théorie de la sexualité que Freud donna ses premières recherches sur la forme et sur l'importance que revêt la vie sexuelle chez l'enfant, vie sexuelle qui se déroule par stades chez le sujet infants et que l'inconscient ne pourra jamais oublier, car telle est la découverte de Freud. Cette vie sexuelle a été oubliée en apparence, mais elle a, à vrai dire, été bien plutôt refoulée. Freud définit l'inconscient comme la vie infantile désirante en tant qu'elle a été refoulée. L'analyse de la sexualité dans la période de la petite enfance va permettre alors d'expliquer aussi bien les névroses que les perversions. En ce sens, Freud intègre d'une part la libido à une théorie générale des névroses et d'autre part contribue à amoindrir la pertinence du clivage normal-pervers. Nous suivrons avec Freud quelques-unes des étapes de la vie libidinale et de son évolution.